Der Frankreich-Blog ist im Literaturhaus in Francfort. À côté de moi, je salue Shimon Sina. Bonjour. Bonjour, enchanté. Vous êtes né à Calcutta. Vous avez reçu en 1990 le prix du meilleur poète du Bengale. Et vous êtes arrivé à Paris en 2001. Oui. 2001. Et comment et pourquoi avez-vous décidé d'écrire en français? Eh bien, j'ai commencé à écrire d'abord en bengali dans ma langue maternelle. Dès l'âge de 11-12 ans, jusqu'à mes 25-26 ans, j'ai écrit en bengali. Qu'est-ce que vous avez écrit? Des poèmes, des articles, des poèmes en prose. Certains étaient publiés, d'où ce petit prix. C'est pas quelque chose de très important. Si en France aujourd'hui quelques prix littéraires qu'on m'a accordés, c'est ça qui est plus important. Mais là, c'était un encouragement à Calcutta. Et puis j'ai commencé à apprendre le français vers 22 ans. J'ai 43 ans aujourd'hui. Et je suis arrivée à Paris, j'enseignais anglais, je traduisais des poètes français en bengali, des poètes bengali en français. Et je commence à écrire un texte en bengali, récit de séjour, récit de voyage, et je vois que ça ne marche pas, ça n'avançait pas. Et je me demandais pourquoi ça n'avançait pas. Et puis je me suis rendu compte qu'inconsciemment, j'étais en train de penser en français, et inconsciemment, j'étais en train de traduire de pensée en bengali. Dans mes rêves, il y a des gens qui venaient de Calcutta. Dans mes rêves, ils parlaient français. Chauffeur de pousse-pousse, ma mère, les gens de Calcutta, ils ne parlent pas français, mais dans mes rêves, si. Je me suis dit, c'est une drôle de schizophrénie, donc profitez-en. Et donc, j'ai commencé comme ça à écrire en français. Mais avant cela, évidemment, j'ai fini une première maîtrise, une deuxième maîtrise des OA, j'ai traduit des poètes, etc. Mais l'écriture, c'est venu d'abord de façon physique, de façon vraiment inconsciente, dans les rêves. Et puis aujourd'hui, c'est un choix conscient parce qu'en tant que femme, si j'avais continué à écrire en bengali, j'aurais tout le poids de la société indienne sur mes épaules, ce que je n'en ai pas aujourd'hui grâce à la langue française. Je me sens libre en tant qu'auteur, en tant que femme, je me sens libre grâce à la langue française. Je regrette beaucoup qu'on nous accorde seulement 15 minutes. Cette rencontre aujourd'hui, ici, dans la Maison de littérature à Francfort, souhaite rappeler l'ouvrage qui a paru en 2007 pour une littérature monde, paru chez Gallimard, qui s'oppose à la notion de la francophonie. Où voyez-vous la place de vos romans? Eh bien, déjà, c'est un chemin assez particulier que j'ai choisi parce qu'en tant qu'Indienne, on pourrait attendre que j'écrive en anglais ou dans une autre langue vernaculaire indienne. Il y a un énorme marché de la littérature écrite dans la langue anglaise qui existe. Et donc ce marché-là, à côté de ce énorme marché, de ce pouvoir de ce marché-là, écrire en français ou en allemand ou en espagnol, c'est comme si ce était une langue régionale de la planète. Et anglais, c'est la langue royale ou langue d'excellence toutes les autres langues, même les européennes, sont considérées comme si elles étaient inférieures ou moins puissantes. Or, moi je trouve que c'est là la puissance, puisque je ne suis pas le schéma tracé de la culture britannique qui existe dans mon pays, et que langue française, je suis venue par cette langue, par amour pour la langue. C'est là la possibilité de la création linguistique, tout d'abord. Et aujourd'hui, on me présente en France comme auteure franco-indienne, ce qui est vrai. Je suis ni tout à fait indienne, ni tout à fait française, je suis les deux en même temps. Et quelque part, c'est une petite voix, mais c'est une voix quand même particulière, parce que tout ce qui sont mes défauts, parce que je ne suis pas née dans la langue française, c'est ça, mes qualités également. C'est là, sont mes qualités, parce que tous les défauts, je les transforme en mes qualités. Je ne serai jamais écrit comme un auteur franco-français, et je ne serai jamais écrit l'histoire imaginez de Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, résistance, cette période-là. Cette mémoire collective, je ne peux pas y contribuer. Ça me manque. C'est étrange de dire que la Deuxième Guerre mondiale me manque, mais oui, ça me manque dans le sens parce que je ne fais pas partie de cette mémoire collective. Mais donc, j'essaie de contribuer à la matrice de la littérature mondiale qui existe, à ma façon, par petites gouttes, par la particularité, par la bizarrerie. Je suis bizarre. C'est par cette bizarrerie que je contribue à la langue française. Et voilà. Combien de langues parlez-vous? Je parle bengali qui est ma langue maternelle, hindi qui est la langue nationale en Inde, anglais évidemment, français, je peux comprendre un peu espagnol et italien dans le contexte, et toutes les langues du nord,
partie nord de l'Inde, qui sont tous issus du sanskrit, comme hindi, bengali, gujarati, marathi, punjabi, ils se ressemblent, c'est comme des cousines, vous voyez. Et on se comprend dans le contexte, mais vraiment le maîtriser, écrire, ça c'est, je dirais, 4 langues. C'est magnifique. On parle de 2 livres de vous. Vous avez publié en 2008 votre premier roman Fenêtre sur l'abîme, et je voudrais vous demander Assomons les pauvres. Cela a une histoire particulière. Vous avez travaillé à Fontenay-sous-Bois. Oui. Et vous avez décrit vos expériences dans ce livre. Vous pourriez nous dire en quelques phrases comment ça s'est passé? Alors, moi, je suis arrivée à Paris, j'ai enseigné anglais dans des collèges et des lycées, j'ai travaillé un peu dans l'édition très temporairement, et puis il y a eu un moment que je cherchais du travail. Et on m'a contacté pour devenir interprète pour des demandeurs d'asile politique. C'est un cabinet français qui m'a contacté. Et bien, après avoir vécu 9 ans à Paris, parce que je suis arrivée à Paris en 2001, et c'est en 2009 février qu'on m'a contacté. Donc après presque 9 ans, je découvre comment mes compatriotes, mes quasi-compatriotes vivent en France. Pour la première fois, dans la misère absolue, dans l'illégalité absolue, dans un désarroi incomparable. Donc, j'ai reçu ce monde en pleine gueule, il fallait absolument que j'en parle, donc j'ai commencé à écrire ce roman-là. Et puis à ce moment-là, jamais je n'ai pensé que ça allait prendre une telle ampleur, que ça allait être publié ou que ça vous intéresserait à vous ici en Allemagne également. Mais malheureusement, le contexte est tel qu'aujourd'hui encore, on est en train de construire les frontières. Alors moi, si vous voulez, je vois les choses à l'échelle planétaire. Je ne crois pas ni à la nation, la notion de la nation, ni à des frontières. Je pense que c'est une tristesse incroyable que dans le cosmos, il y a la planète Terre qui a un petit grain de poussière et on n'a pas trouvé de la vie ailleurs. Pourtant, sur cette terre, on est en train de s'entretenir au nom de la religion, au nom des religions et des politiques et des positions politiques. Donc moi, si vous voulez, dans Assomons les pauvres, j'ai pris une position qui est extrêmement dure vis-à-vis des demandeurs d'asile politique, mais par la suite, ce que je viens de publier comme roman cette année-là, Apatride, ça c'est le deuxième volet, si vous voulez, c'est la deuxième partie de Assomons les pauvres, où je sais justement de parler de toutes ces fractures sociales qui existent en France ou en Europe. Qu'est-ce que c'est être femme? Qu'est-ce que c'est être femme de couleur? Comme Gayatri Chakraborty Spivak a écrit, est-ce que le subalterne peut parler? J'ai l'impression qu'être femme de couleur en Europe, même si on a un bagage culturel et intellectuel, on est subalterne parmi les subalternes. Il y a une discrimination 2 fois de suite, 2 fois plus importante, 2 fois plus grave. Je suis tout de suite ramenée à mon ethnicité. Personne n'attend en France que je sois francophone. J'ai un accent. Quand je parle français, les gens m'en répondent en anglais parfois. Vous voyez? Donc il y a, si vous voulez, quand je suis dans les rencontres littéraires, c'est très facile, c'est très excitant, c'est très agréable de m'adresser à vous, les gens comme vous, parler de la littérature et les littératures sans frontières. Mais la vie quotidienne, c'est parallèle. La vie quotidienne, c'est pas du tout ce qui se passe dans une rencontre littéraire. Ici, on peut prôner et prêcher une attitude globale, mondiale, les idéaux fantastiques, mais le quotidien, c'est très très différent. Est-ce que vous avez pensé à Fontenay-sous-Bois quand vous avez travaillé dans ce bureau pour les demandeurs d'asile? Est-ce que vous avez parfois pensé que le français a aussi une relation très étroite avec les droits de l'homme? À ce moment-là, cette institution, l'OFRA, m'a paru particulièrement cruelle, mensongère, malhonnête, parce qu'au nom des droits de l'homme, il rejette à 100% les demandes bangladaises. Il n'accepte aucune demande. Et en même temps, je dois dire absolument que je ne pense pas que la terre entière devrait s'afficher comme les demandeurs d'asile. Je ne pense pas que tous les problèmes politiques, sociaux, religieux, économiques, graves, effets postcolonial et post-capitaliste effrénés qui existent dans le monde entier, ça peut être résolu par l'immigration. Vous voyez, je ne pense pas qu'on peut évacuer les pays du Sud et on pourra installer tous les gens ici en Europe et le problème sera résolu. Non, c'est pas possible. On ne peut pas déserter les continents entiers. Donc il faut trouver des solutions là-bas sur place. Et dans ce sens-là, je ne donne pas du tout autant d'importance à l'OFRA, l'Office française, que lui, cet office-là va résoudre tout le problème. Ce n'est pas possible. Parce que le problème sociopolitique, économique est ailleurs.
gérés par les gouvernements. C'est là le gros problème. Et c'est là la lutte de classe, conflit de classe qui existe. Il faut réagir là où il y a le problème. Vous publiez ensuite un Calcutta en 2014 aux éditions de l'Olivier. Et maintenant apparaît votre roman Apatride. Il parle de l'atmosphère à Paris, changée après les attentats sur Charlie Hebdo qui nous a tous choqués. Dans ce livre, vous parlez de l'atmosphère qui a changé à Paris. Et dans quel sens? Alors, vous savez, le racisme, la xénophobie, ça a toujours existé en France ou ailleurs, même en Inde, la xénophobie existe. Eh bien, je pense que la xénophobie a toujours existé, existe toujours. Mais ces derniers temps, en France, quelque chose est déchaîné. Il y a comme une sorte de rupture dans le contrat, dans la civilité, si vous voulez, dans la société civilisée. Il y a des contrats tacites. Et quelque part, ces derniers temps, j'ai l'impression que tout est brisé. On peut commencer, on peut remonter jusqu'à Nicolas Sarkozy qui a insulté les gens comme casse-toi, pauvre con. À partir du moment où un chef d'État insulte les gens de cette façon-là, il n'y a plus de contrôle, vous voyez. Ça, je pense que c'était un moment assez étrange pour la démocratie. Démocratie dans un pays comme la France, hein. Je ne parle pas de démocratie en Inde, c'est encore différent. Mais je vous dis, ces derniers temps, depuis les attentats, il y a d'un côté, vous le savez, je ne dis rien de nouveau, il y a d'un côté le climat anxiogène, il y a le radicalisme de côté du christianisme aussi. Sur le site, je vois comment les gens vocifèrent contre n'importe quel étranger. Montée de Front National, ça c'est une véritable inquiétude dans mon roman Apatride. En fait, j'ai critiqué presque tout le monde dans mon roman Apatride, un nouveau roman. On voit, il m'est arrivé à moi aussi personnellement, combien de fois j'ai fait face à des gens de militants de Front National qui disent pas je suis militant, mais dans leur propos est de Front National et qui sont capables d'être agressifs physiquement envers une personne comme moi, c'est-à-dire des personnes de couleur. Et d'autre côté, évidemment, il y a le fanatisme islamiste. On dit, j'ai trouvé une expression assez intéressante par un philosophe français contemporain qui a dit ce n'est pas le radicalisme de l'islam, c'est l'islamisation d'un certain radicalisme, parce qu'il y a beaucoup de gens jeunes dans les banlieues, dans les zones perdues, qui n'ont pas d'identité, qui n'ont pas de vie, qui n'ont plus d'espoir, qui sont trouvés un refuge là, dans cet acte-là, dans cette mission, entre guillemets, là. Donc, dans ce contexte-là, Apatride, je n'ai pas nommé Charlie, mais on le voit, on le comprend. Et j'ai essayé de comprendre ce que sont ces fractures sociales qui existaient depuis longtemps, depuis un moment, et on fermait les yeux, on n'en parlait pas. Et aujourd'hui encore en France, je ne sais pas, Apatride a commencé à recevoir quelques échos dans la presse, mais majeure partie, je ne sais pas comment ils vont réagir, parce que il y a des vérités qui font mal. Il y a des gens qui ne veulent pas entendre et voir ces vérités-là. Or, il y a une xénophobie, même chez les gens qui sont issus de l'immigration, il y a une xénophobie. Cette xénophobie est basée sur quoi? De la peur? D'abord, c'est une question de légitimité. J'ai l'impression c'est que tout le monde essaye de se montrer légitime. Qui est plus légitime sur le sol français? Et donc, il y a une sorte de hiérarchie, si vous voulez. Il y a des franco-français, et puis il y a ceux qui ont un lien postcolonial avec la France, et les Indiens pakistanais, on les croit, soit ils sont très riches, Bollywood, diplomatie, etc. Sinon, ce sont des gens très pauvres qui travaillent dans les restaurants illégaux. Dans chaque restaurant, mes amis français m'emmènent, il y a un cuisinier qui travaille en noir, qui est sri-lankais ou pakistanais. Vous voyez? Donc, il y a une sorte de hiérarchie entre les races qui existent et qu'on ne veut pas dire. Est-ce que la littérature peut changer quelque chose? Non, la littérature ne peut changer rien dans la vraie vie, sauf dans la scène littéraire. On n'a pas ce pouvoir-là, et en même temps, ce n'est pas un constat de faiblesse. Je pense que la littérature en soi, les mots en soi, sont extrêmement importants, extrêmement puissants, et les pensées de gens changent. Quand on lit, quand on écoute, les pensées changent. On nomme quelque chose. La chose perd personne innocence, écrit Sartre dans Qu'est-ce que la littérature? Et exactement. À partir du moment où on commence à nommer les choses, Vous en parlez. Quand on parle, quand on sait nommer les choses, quand on ose nommer les choses, ça commence à influencer les gens, pas de la masse comme un parti politique, mais individuellement, ça change. Nos lectures nous ont changé. Les livres sont nos vrais maîtres. Donc ces vrais livres, ce sont des vrais maîtres. Et là, ça peut changer quelque chose dans la mentalité. Merci beaucoup. Merci à vous.